Bonjour à tous, merci d'être si nombreux, c'est vraiment génial, il y a du monde partout. Donc le débat de cette heure qui suit est consacré à la manière dont Mediapart couvre journalistiquement les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ceux de 2030 éventuellement, mais on va d'abord peut-être se concentrer sur 2024. Avec moi Faiza Zerwala, donc, qui travaille, je ne sais pas si je vous présente ou si vous vous présentez, c'est peut-être un peu gênant. Ouais, bon. Voilà, présentez-vous. Bonjour tout le monde, donc, je suis Faiza Zerwala, je travaille au pôle société sur les questions de pauvreté. Et voilà. Question majeure. Dan ? Moi, je suis Dan Israël, bonjour. Je suis au pôle économie et sociale, et donc je parlerai pour mes camarades qui s'intéressent aux questions d'économie. Bonjour ou rebonjour à tout le monde. Donc je suis Antoine Rouget, journaliste au pôle enquête de Mediapart, et je travaille sur les questions de probité au sens large. Et Mathilde Goannec, je travaille sur les questions d'éducation et je coordonne le pôle société, d'où ma présence avec vous. Donc la question que vous vous posez peut-être et que nous en tout cas on se pose, c'est comment traiter un événement d'une telle ampleur en fait. Comment traiter un événement mondial, un gros machin, comment on fait avec nos 70 petits bras, enfin un peu plus que ça, fois deux. Comment on fait pour à la fois se singulariser, pour intéresser les lecteurs et puis pour réussir à attraper cet événement que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. La manière dont on procède, c'est enfin, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de réfléchir à comment ces Jeux rejoignent une partie de nos obsessions, de nos lignes de force en termes éditorial, que sont évidemment la question de la corruption, les questions économiques et financières, les questions des conséquences pour les populations qui sont concernées par la mise en œuvre de ces Jeux Olympiques à Paris. Et en même temps de résister au côté un peu aspire-tout de cet événement qui ferait qu'on concentrerait toutes nos forces sur les Jeux Olympiques au détriment de tout ce qui continue à être important pour nous, le suivi de la vie politique, financière, économique, sociale française, le suivi de nos enquêtes. On a chacun nos rubriques, nos enquêtes en cours, nos passions personnelles. Et c'est aussi, on croit, ce qui fait la richesse de ce journal. Et on n'est pas sûr non plus à 100% que notre lectorat ait envie d'un traitement JO non-stop qui s'intensifierait jusqu'en juillet-août. Donc voilà, il s'agit de trouver cet équilibre qui n'est pas facile. Je vous cache, si je cache rien, c'est pas facile. Ça fait l'objet de discussions, ça fait l'objet de réajustements. Et ce qu'on voulait déjà vous montrer maintenant, en mars, quelques mois avant l'événement, c'est comment justement nos obsessions à Mediapart rejoignent ces Jeux. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter certaines des enquêtes qu'on a pu faire, que nos collègues ont pu faire, et ensuite répondre à vos questions sur notre couverture. Quand même vous dire que nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est évidemment la manière dont des jeux biberonnés, abreuvés d'argent public, vont rencontrer, voire servir des intérêts privés. Et ça, pour nous, c'est un axe majeur de traitement de ces jeux, et qui a commencé bien avant cette année, qui a commencé en 2017 avec la question de l'attribution de ces jeux. Pour qui ? Pour faire quoi ? Pour servir qui ? Au détriment de qui ? Ça, c'est un élément important. Et puis là, de manière un peu plus intense, on l'espère, la question écologique, c'est-à-dire comment ces jeux, dans le moment qu'on vit, et je pense que ceux qui ont assisté à la table ronde sur l'écologie, au débat ce matin sur l'écologie, voit tout à fait de quoi on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on est OK avec cette débauche, encore une fois, d'infrastructures, pour faire quoi, avec quel futur pour ces infrastructures et cette organisation. Et puis un troisième axe qui est celui quand je disais au détriment de qui ou pour qui, comment vivent, comment absorbent, comment les populations concernées absorbent ce choc aussi que peut constituer les JO en termes d'infrastructures, en termes d'argent public.
et puis en termes de qualité de vie. Donc si je peux peut-être un peu résumer les choses, c'est-à-dire on part en 2017 sur la question de l'attribution. Antoine, je pense que tu pourras en parler. On fait des traversées par les jardins ouvriers et la piscine d'Aubervilliers, un sujet qu'a suivi Jade pendant plusieurs mois pour nous. Donc voilà comment un projet dont la ville de Paris et la France entière se gargarise va avoir des traductions concrètes pour le maintien ou pas de jardins ouvriers à Aubervilliers en banlieue parisienne, jusqu'au voilà, un des derniers papiers qu'on a fait, cette coulée de béton sur la Concorde, ça veut dire quoi en termes écologiques, ça veut dire quoi, voilà. Donc et encore une fois au service de qui. Donc c'est pour ces 3 petits exemples pour vous montrer cette espèce de traversée qu'on essaye de faire et dont on espère voir aussi le résultat en termes au moment des JO, c'est-à-dire est-ce qu'on a ciblé les bonnes choses, qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi tout ce qui va se passer pendant les JO qu'on va couvrir. Comment, encore une fois, le territoire va absorber ce choc, quel que soit notre enthousiasme par ailleurs pour cette grande fête du sport. Je passe la parole peut-être à Antoine, justement parce que tu as travaillé aussi un peu sur les prémices, donc je pense que c'est important que tu commences sans doute. Ouais, peut-être en plus une précision. Ce qui nous rend particulier aussi dans le traitement de Mediapart de cet événement-là, c'est déjà qu'en théorie, on n'a pas de rubrique sport à Mediapart. Donc on ne couvre pas l'actualité sportive. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas le sport au sérieux, en fait. Et je pense que ça, c'est un fil conducteur aussi dans notre traitement. Ça fait pratiquement une décennie, hein, on a commencé à travailler sur la manière dont ont été conçus les Jeux de Paris 2024. En réalité, au moment où, en 2015, un petit groupe d'acteurs, notamment issus du privé, en fait, font le tour des ministères, vont à l'Élysée, vont à la mairie de Paris et essayent de convaincre les pouvoirs publics de s'engager dans cette aventure. Et cette genèse-là, en fait, elle est hyper importante dans ce que ça produit aujourd'hui, quoi. Et ce point de départ de la conception et de ce que... au-delà des slogans de désenclavement de la Seine-Saint-Denis, de jeux les plus propres du monde, de l'histoire de l'humanité, voilà tout ce qu'on nous vend en fait en termes de communication, la manière dont en fait ont été réfléchis, organisés, voire impensés sur beaucoup de problématiques. En fait, l'organisation d'un événement qui, on le voit aujourd'hui à quelques mois de sa concrétisation, en fait, va nous impacter. En tout cas sur un territoire donné, de manière extrêmement lourde, voire avec des conséquences inédites, rarissimes, d'une coercition et d'une violence dont on mesure d'ailleurs peut-être pas encore tous les effets et les conséquences. Et donc il y a un peu un effet, quand on revisite ça, un effet papillon en fait, de voir un petit groupe de personnes en fait qui, par des décisions, et ce qui était hyper intéressant, et d'avoir cette trame-là, c'est de voir à quel point parfois elles ont été irréfléchies, y compris dans leurs conséquences énormes en fait sur la population, et y compris comment nous en tant que citoyens on a été aveugles en fait pendant pas mal d'années là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat public en France autour de ça. Il n'y a pas eu... en fait, on est passé d'un point A, qui a été la prise de décision et l'organisation et le fait de convaincre. Et après, on pourra peut-être rentrer dans les détails sur la manière dont ces acteurs privés-là, issus du monde du sport et de l'organisation de grands événements, ont réussi en fait à convaincre, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons d'image, soit pour des gens qui ont vraiment cru. Par exemple, la question du désenclavement de la Seine-Saint-Denis, on ne peut pas douter de la sincérité d'un certain nombre d'acteurs politiques de la Seine-Saint-Denis qui se sont dit, on est tellement sous-doté de la part de l'État qu'enfin on va avoir un effet levier à travers ça. Sur la question des transports, par exemple, du Grand Paris, ça a aussi été le choix stratégique de pas mal d'acteurs publics de se dire, enfin, on va pouvoir débloquer des sujets qui étaient, des dossiers qui étaient encalaminés depuis des années, voire des décennies. Mais de voir, en fait, comment se sont noués ces partenariats-là en 2015-2016, au moment où s'est concrétisée la candidature et où a été en fait réalisée l'ébauche de ce qui deviendra 2024, et les défis considérables face auxquels on est aujourd'hui au pied du mur en réalité. Si on prend par exemple l'exemple de la cérémonie d'ouverture sur la Seine,
processus de décision qu'on a suivi de A à Z, c'est hyper intéressant de voir que seulement aujourd'hui se pose la question de la sécurité et de la sécurisation de la scène avec, donc vous avez suivi ce sketch absolument formidable promettant d'abord une cérémonie avec des millions de personnes. La mairie de Paris parlait de 2 millions de personnes sur les quais de Seine, évidemment qui pouvaient assister de manière gratuite à cette cérémonie parce que c'était la promesse initiale, et là on se retrouve avec une jauge autour de 350 000 personnes sur invitation, avec donc une partie VIP et d'autres qui vont devoir passer par le filtre un petit peu des dirigeants des différentes collectivités pour pouvoir y assister. Donc on voit bien à quel point cette promesse en fait a été complètement réduite parce qu'il réfléchit. Et à travers ça, en fait, nous, on a toujours eu le prisme de la question des conflits d'intérêts, en fait, de voir pourquoi des acteurs privés, en fait, avaient décidé, au-delà de l'opportunité ou pas d'organiser les jeux, mais de les organiser comme ça. Et pourquoi les pouvoirs publics, en fait, ont baissé la garde à un moment sur la manière dont s'organisaient les jeux, avant maintenant de reprendre la main, parce qu'il y a évidemment des enjeux, notamment on parle de la sécurité, mais pas que, qui sont absolument considérables, et on voit que sur tout un tas de dossiers, en fait, l'État est aux fraises, et donc est obligé de corriger, de rectifier. On voit que Macron est en train de dire peut-être il faut un plan B sur la cérémonie d'ouverture alors qu'on est à 3 mois, voilà. Donc c'est un peu... C'est pour ça que en fait, là aussi notre approche des jeux, c'est toujours de la contextualiser à travers un circuit de décision et la manière dont ont été conduites et réfléchies des politiques publiques en réalité. Quand on parle des conflits d'intérêts, c'est pas juste un élément annexe de la manière dont ont été construits ces jeux, mais c'est plutôt quelque chose qui est endémique en réalité et qui transpire ensuite sur tout un tas de conséquences face auxquelles on est confronté et sans doute qui seront démultipliées au moment de l'événement. Je veux bien poursuivre. Tu fais bien, Mathilde, de dire que l'événement rencontre nos obsessions et nos centres d'intérêt, parce que c'est exactement ça en fait. Chaque journaliste de Mediapart voit des choses dans les JO que les autres ne voient pas. Donc évidemment il y a les conflits d'intérêts, et tu l'as dit, il y a le côté déceptif des annonces, des promesses, qui vont sans doute donner des choses beaucoup moins sympathiques, au moins pour le grand public. Sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture, je rajoute quelque chose qui n'a pas encore été vraiment compris, c'est que pour sécuriser cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, il va falloir fermer la plupart des ponts de Paris à la circulation pendant 10, 15 ou 20 jours avant, et puis quelques jours après. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que 4 ou 5 ponts ouverts sur Paris. Donc voilà, ça va être sympathique le mois de juillet, par exemple. Au service économie et social, donc on s'intéresse aux entreprises, au monde du travail, aux chômeurs, voilà. Il y a plein de choses qui résonnent. Et en fait, on s'intéresse à qui vont bénéficier des jeux, qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Voilà. Et donc c'est quand même assez frappant. Tu parlais des promesses de la mairie de Paris. Eh bien, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, avait indiqué, et Anne Hidalgo aussi, que pour tous les gens qui avaient des billets pour les épreuves, les transports seraient gratuits. La vérité, c'est l'inverse. Non seulement les transports ne sont pas gratuits, mais les prix seront doublés pour tous les gens qui n'ont pas des abonnements mensuels pour les JO. Donc on va passer à un ticket à 4 € à la place de 2,15 €. Voilà, première chose. Donc on est quand même un peu loin et il y aura beaucoup de problèmes dans les transports. Nous, dans le même ordre d'idée, les prix des billets, évidemment, c'est des sujets qui sont déjà revenus. Et les prix des billets sont globalement délirants. La finale de l'athlétisme, des épreuves d'athlétisme, pour être bien placé, c'est entre 400 et 650 € la place. Voilà. Donc ça coûte un petit peu cher. Si vous pouvez payer 85 € et être tout en haut dans un virage mal placé pour une épreuve pas intéressante. Voilà. Donc on est un petit peu loin de la promesse des jeux populaires et inclusifs, pour dire les choses. Alors certes, des associations ont des dizaines de milliers de billets qu'ils vont redistribuer gratuitement, mais on ne sait pas encore comment c'est organisé. C'est quand même très flou. Il y a un gros sujet. Parmi les gagnants, bien évidemment, il y a les grandes entreprises qui sont les sponsors des jeux. On a tous vu Bernard Arnault, le patron de LVMH, premier groupe français, premier groupe de luxe au monde, annoncer en grande pompe que ça y est, LVMH allait devenir un des sponsors des jeux pour environ 150 millions d'euros. On peut se demander si c'est cher payé vu le bénéfice d'image qu'ils entendent en tirer en France, mais surtout à l'étranger.
Voilà, par exemple. Alors que donc, ça, c'est des sujets. Mon collègue Mathias Thébault, voilà, on a qualifié ça d'une formule un peu lapidaire, la fête du fric. Mais c'est vrai que la question se pose. Les chambres d'hôtel, les prix ont triplé ou quadruplé entre l'été dernier et cet été. Les propriétaires qui peuvent louer leur logement sur Airbnb sont assurés de se faire des centaines d'euros la nuit s'ils mettent à disposition leur appartement, etc., etc., etc. Alors, en contrepartie de ça, on s'intéresse aussi à ceux qui ne sont pas gagnants. Donc voilà, Radija Zerwali qui est ici présente, bonjour, et où Cécile Hautefeuille vont travailler sur les bénévoles, sur les demandeurs d'emploi, et c'est des sujets importants. Il y aura 45 000 bénévoles pour les jeux qui ne sont évidemment pas logés, pas défrayés pour les transports, sauf pour venir à Paris, sauf pour les transports en commun pour aller aux épreuves, qui bien sûr ne sont pas payés puisqu'ils sont bénévoles, qui n'ont aucun avantage particulier pour les jeux, pour assister aux épreuves, etc. Et la limite entre ce qu'on leur demande de faire, la façon dont on les embauche, dont on les recrute, et un travail salarié classique, la limite est vraiment ténue. C'est très compliqué, c'est ce qu'on appelle du travail gratuit, mais vraiment déployé à très très grande échelle. On peut prendre un seul cas qui est vraiment intéressant, c'est qu'un des gros sponsors des jeux, c'est le fabricant de montres Omega, qui appartient au groupe Swatch. Omega est le chronométreur officiel des jeux. Il met à disposition les équipements, la manière de chronométrer les courses, etc. Et pour ça, sa marque est affichée partout. Sauf que les gens qui opèrent tous les équipements Omega sont des bénévoles, non payés. Donc il y a quand même une question assez particulière sur qui bénéficie, qui participe, qui en retire un intérêt. Voilà, donc c'est des choses qu'on a vraiment à cœur. Même question pour les demandeurs d'emploi. Depuis un an, Pôle emploi a pour mission de recruter 15 000 agents de sécurité, agents et agentes de sécurité, vigiles. Et pour ça, comme il n'y a pas du tout assez de candidats, il faut faire entrer en masse des gens qui ne sont pas intéressés par les métiers de la sécurité. Il faut les faire aller en masse vers des formations express, réduites en temps quasiment de moitié, et avec une certification vraiment très limitée qui permettra juste d'être agent de sécurité jusqu'à la fin des JO. Voilà, ça c'est l'objectif officiel de Pôle emploi. Pôle emploi ensuite récuse une accusation qui est très fréquente. On a eu beaucoup de témoignages disant, des gens qui nous appellent en disant « Moi, je demande une formation, je suis chômeur, je demande une formation pour tel ou tel job. » Et on me dit « Ah non, on ne peut pas. Toutes les formations sont réservées pour devenir vigile aux Jeux Olympiques. » Donc tous ces points d'alerte sont vraiment importants et on a à cœur de les garder au-dessus de la surface de l'attention médiatique pour qu'on n'oublie pas qui gagne et qui perd. La transition est toute trouvée. Donc, nous, au Pôle Société, on s'est intéressé aux perdants. Donc, les premiers perdants, ça a été évidemment les personnes sans abri. Parce qu'il s'est passé, c'est que les places en hôtel social ont été complètement diminuées. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du Covid, beaucoup d'hôteliers n'avaient pas de débouchés, vu qu'il n'y avait pas les frontières étaient fermées, il n'y avait pas de touristes. Donc, ils ont été très enclins à faire de l'hébergement d'urgence, donc à passer des conventionnements avec le 115 qui gère la répartition des personnes sans abri en hôtel social. Sitôt les frontières ont rouvert, beaucoup d'entre eux ont dit ça y est, merci pour l'aide, mais maintenant on va faire des travaux, on va fermer, on fait des travaux, on se fait une nouvelle image et puis on va accueillir des touristes, notamment en Seine-Saint-Denis, pour les JO à des prix délirants. Donc les associations font face à cette première conséquence concrète, parce qu'en réalité, les conséquences sur les personnes les plus vulnérables, on ne les mesure pas encore. Il y a des éléments concrets qui sont cette question des SAS régionaux. Donc, au printemps dernier, le gouvernement a décidé subrepticement d'envoyer beaucoup de personnes sans domicile en région, comme on dit. Donc, on les a mis vraiment littéralement, on continue. On a mis ces personnes dans des bus vers des destinations totalement aléatoires pour se dire, Paris est particulièrement saturé, l'hébergement d'urgence ne peut plus absorber la masse de personnes demandant un hébergement. Donc, on va les envoyer ailleurs.
Le problème, c'est que les gens ont dit, bon, un peu décontenancés, sont montés dans les bus. Et ce qu'on a comme retour pour le moment, c'est que les gens restent 15 jours dans des endroits où ils n'ont pas d'attache. Pour les demandeurs, les personnes qui ont été déboutées de l'asile, les personnes sans papier, c'est difficile. C'est des personnes qui, par ailleurs, ont besoin de la solidarité pour survivre. Et donc, qui se retrouvent à Toulouse ou à Besançon, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous n'avez pas d'attache? Donc, les personnes, évidemment, reviennent. Donc, ce qui revient, ce qui est un peu absurde par ailleurs, parce que rien n'est pensé pour le long terme. Mais le problème, c'est que, ça, c'est un élément très concret. Mais le problème va se poser de manière très concrète au moment des JO, parce que les JO, c'est un enjeu d'image, c'est diffusé à une échelle planétaire. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir des sans-abri, des personnes qui font de la mendicité, qui vont, selon le point de vue dont on se place, importuner les touristes. Non, là, ce qu'on nous vend, c'est la fête. Paris est une vitrine, c'est le Paris mythifié. Et donc, on ne peut pas avoir des sans-abri, on ne peut pas avoir des tentes sur les bords de Seine. Donc, vous avez vu ces derniers jours, il y a beaucoup d'évacuations, de campements. Ça fait un bout de temps que les expulsions de tous les habitats informels ont commencé. Les associations, donc il y a un collectif qui s'appelle le Revers de la Médaille. Le nom est plutôt bien trouvé, qui regroupe 80 associations qui, eux, sont complètement en alerte parce qu'ils savent que la circulation, par exemple, à partir du 26 juillet, le début des Jeux, va être largement entravée. Or, pour faire des maraudes, pour aller toucher les publics en difficulté, il faut pouvoir circuler. Il faut que les bénévoles, par exemple, à Médecins du Monde, on m'expliquait, il faut que les bénévoles puissent eux-mêmes aller de leur domicile aux endroits précis. Ils pensent que par ailleurs les personnes vont être plus difficiles à trouver parce que de fait elles vont être repoussées des zones sécurisées. Donc il y a tout un enjeu de comment on continue aussi à faire des distributions alimentaires, parce que s'il y a des arrêtés qui sont délivrés par les préfets, par le préfet de Seine-Saint-Denis ou de Paris, comment on va faire pour continuer à aider les personnes, sachant que la pression ne se dément pas. Et en fait, ce qui était intéressant, moi, ce que j'ai travaillé récemment, j'en parle rapidement. En fait, on s'est demandé, Paris n'a rien inventé. Comment ça s'est passé dans les autres villes qui ont été hôtesses des Jeux Olympiques? Donc moi, j'ai rencontré des activistes canadiens. Et au Canada, à Vancouver, donc c'était les Jeux Olympiques d'hiver. C'était vraiment pareil. Les engagements, ça va être génial. On va inclure tout le monde. On va construire des logements. Le village olympique va devenir des logements sociaux, ce qui n'est jamais arrivé. On a multiplié la pression à l'égard des personnes sans abri en leur mettant beaucoup d'amendes pour les envoyer en prison et s'en débarrasser. On a aussi fait une loi spéciale qui permettait de forcer les sans-abri au-dessous d'une température négative, de prendre les sans-abri, les emmener de force dans des centres d'hébergement. Donc ça a été appelé le Olympic Kidnapping Act pour montrer, ça c'était les militants et les opposants qui l'ont appelé comme ça, qui ont fait des actions en justice. Et en fait il y avait vraiment cette idée de nettoyage social qui a été vraiment très prégnante. Ça a été pareil à Atlanta et c'était les familles les plus pauvres. Il y a 30 000 familles afro-américaines qui ont été déplacées, pareil en Chine, etc. Et en fait à Athènes, c'est les populations roms qui ont subi beaucoup de déplacements. Donc en fait, on voit que le schéma se répète et on voit déjà les premières expulsions, des expulsions un peu partout. Et nous, notre défi, là, on a des remontées, mais on est encore dans l'expectative, on est un peu dans dans l'antichambre des JO. Donc ça commence à se mettre en place. Les SAS régionaux, comme je vous le disais, ça c'est déjà mis en œuvre, mais c'est vrai que le gros, ça va être pendant la compétition. Par exemple, en 2012, il y avait un quartier populaire où il y avait pas mal à Londres.
où il y avait des épreuves qui se tenaient, beaucoup de jeunes noirs ont dénoncé le harcèlement policier et l'empêchement justement d'assister aux épreuves en disant bah voilà, enfin il y a une étude sociologique et c'est assez saisissant parce que les jeunes expliquent que les épreuves, la cérémonie d'ouverture se déroule à 2 pas de leur quartier, mais ils ne peuvent pas y aller, ils sont arrêtés par les policiers, il y a des arrêtés spécifiques qui interdisent les jeunes de moins de 15 ans de traîner dehors. Et en fait, ce qui va être intéressant, et c'est pour ça que le pôle société va être mobilisé, il y a aussi tous ces aspects juridiques, de liberté publique, comment la justice, la police va être mise au service justement de ça, les enjeux de sécurité pour créer une cérémonie aseptisée et pour cacher la misère qu'on ne peut pas ne pas voir au quotidien. Merci à vous 3 pour cette petite présentation. Je rajoute peut-être, avant de vous céder la parole pour des questions, que Mediapart travaille beaucoup avec des pigistes aussi, donc des journalistes pigistes, qui nous proposent des articles et qui sont évidemment sensibles aussi en dehors de Paris à ces questions-là, et puis qui rejoignent encore une fois certaines de nos obsessions. Je pense notamment au travail sur les libertés publiques, la surveillance. Donc on voit très bien par leur travail aux uns et aux autres à quel point des politiques publiques faites au nom des JO en fait finissent par contaminer d'une certaine manière le droit commun. Donc en fait ce qui était irrégulier pour un événement dont on sait qu'il comporte un risque sécuritaire important et qu'on comprend bien que les autorités ont à cœur de le gérer, mais ensuite à chaque fois, et ça on l'a déjà vu dans d'autres séquences, à chaque fois le droit exceptionnel devient du droit commun, et donc pour nous ça c'est aussi un axe de travail important de documenter ça, notamment par le travail de nos collègues, confrères et consoeurs pigistes. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire ou des choses qu'on n'a pas dites et qui vous intéressent? Oui, Donatien distribue le micro, ouais, merci. Bonjour, moi je voudrais savoir si vous avez pu avoir des informations, enquêter sur est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont venir à ces JO, étant donné déjà, je ne sais pas, peut-être l'image de la France à l'étranger, je ne sais pas trop comment elle peut être perçue, mais aussi le prix des billets. Est-ce qu'on a une donnée aujourd'hui, je ne sais pas, une jauge qui dit qu'il y a tant de billets qui ont été vendus? Alors la réponse est oui, il y aura des gens qui viennent. Les billets mis en vente ont tous été vendus quasiment. C'est beaucoup moins le cas pour les Jeux paralympiques qui ont lieu à partir de la fin août, mais pour les Jeux olympiques eux-mêmes, oui, les billets sont vendus, les places d'hôtel sont déjà réservées, etc., etc. La question qu'on peut se poser, peut-être d'un point de vue économique, c'est à quel point les hôtels arriveront à se remplir à des tarifs délirants. Ça, c'est une question. Bon, de mon point de vue, de mon expérience, il est tout à fait possible qu'en dernière minute, ça se remplisse au tarif annoncé. Donc c'est absolument possible. Donc pour l'instant, aucun élément ne permet de dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à Paris pendant cet été. Et il n'y a qu'à voir la manière dont les pouvoirs publics anticipent la question des transports. Il est quand même prévu que pendant au moins 3 semaines, il y ait autant de monde dans les transports 24 heures sur 24, 16 heures sur 24, qu'au moment d'un pic d'heures de pointe de la rentrée. Donc oui, absolument. Il est même prévu pour l'instant, faute de travailleurs pour conduire les trams, par exemple, que des étudiants puissent avoir le droit de conduire des trams. Donc oui, il y a un souci. Bonjour, oui, j'ai une question sur la question des financements. Enfin, vous mentionniez la présence d'acteurs privés dès la genèse du projet, et savoir un peu si vous avez enquêté sur cette question de quelle est la part, le poids des investissements privés et qu'est-ce que ça implique en termes ensuite de conflits d'intérêts justement. Oui, merci pour cette question parce que je pense que vraiment c'est un... Et d'ailleurs, ça s'est vu un peu dans les différentes interventions, mais à qui profite l'organisation des JO est quand même un sujet extrêmement intéressant. Et pour revenir quand même à la décision même d'organiser, d'abord de candidater auprès du CIO, donc Comité international olympique, juste ça recoupe aussi avec la question précédente, c'est pas une organisation philanthropique, hein. Donc s'ils organisent des événements, c'est qu'ils ont la garantie que ça va leur apporter énormément d'argent. Il y a des sponsors mondiaux, voilà, c'est quelque chose qui, d'un point de vue économique, financier,
selon le point de vue dans lequel on se place, mais si on se met à leur place, ça rapporte beaucoup d'argent et ils n'ont pas beaucoup de risques et pas beaucoup de craintes vis-à-vis de ça. En fait, il y a eu une étude d'impact, par exemple, qui a été réalisée sur l'opportunité ou pas d'organiser et de candidater aux Jeux de Paris 2024. Il y avait aussi les Jeux de 2028 à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte où donc le CIO lance une espèce d'appel d'offres, en réalité. Plusieurs villes candidates, dont Paris. Il y avait aussi Rome, Budapest, Los Angeles, il y avait d'autres candidatures. Et Paris se retrouve tout seul. Parce qu'à Rome et à Budapest, on consulte les populations, les citoyennes et citoyens. En fait, les gens n'en veulent pas. Et donc, les candidatures sont refusées. Et on arrive dans un moment où donc Paris, en fait, sauve la mise du CIO. Selon le point de vue où on se place, en fait, Los Angeles dit « nous, on va aller sur 2028 ». Et Paris se retrouve seule candidature. Donc ça veut dire que si à ce moment-là Paris renonce, eh bien le CIO, dans son modèle de reproduction d'un événement tous les 4 ans, se retrouve en difficulté. Surtout donc la décision a été prise en 2017, donc ça paraît extrêmement réduit. Et les Américains à Los Angeles, ils ont fait le choix de sauter sur 2028 pour avoir le temps de préparer et notamment de lisser les coûts, parce que quand on veut aller vite pour construire des lignes de métro, des stades, etc., en fait, si on veut aller plus vite, ça coûte plus cher, quoi. Et donc Los Angeles a laissé la patate chaude à Paris. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a eu aucune mise en œuvre d'un rapport de force de la part de la candidature française. On aurait pu imaginer que, étant le seul candidat, eh bien, le comité de candidature français à l'époque impose des conditions au CIO, notamment pour revoir l'envergure de l'événement, pour revoir aussi les questions de fiscalité, parce que le CIO, son siège n'est pas à Paris, hein, c'est un siège en Suisse, c'est une organisation qui ne paye pas d'impôts et qui s'est organisée à travers la loi olympique, comme ça avait été aussi le cas pour l'Euro de football en 2016, et c'est un trait commun entre toutes ces organisations internationales, c'est qu'ils créent les conditions pour payer le moins d'impôts possible quand ils organisent des événements. Donc déjà, il y a un volet finance publique là-dessus, mais qui n'a pas du tout été engagé et qui n'était pas du tout dans la réflexion et dans le rapport de force qui aurait pu être créé et qui était plutôt favorable à la France, comme je vous le disais, parce que c'était la seule candidature. Et donc avant de candidater, je reviens juste sur la genèse, il y a eu une étude d'impact qui a été réalisée par un cabinet de conseil en organisation d'événements sportifs qui est très peu connu du grand public, mais qui s'appelle Keneo. Et en fait qui était créé qui a été créé en 2008 par des professionnels de l'organisation d'événements. Il faut savoir que c'est un tout petit milieu. C'est vraiment quelques personnes qui, en France comme à l'international, en fait, se déploient sur différents projets, les coupes du monde de foot, de rugby, les championnats du monde d'athlétisme, enfin tous les grands événements. En fait, ils ont des espèces de kits et ils déploient à chaque fois, en sachant que aussi du côté des fédérations internationales, la FIFA, le Comité international olympique, etc., on retrouve aussi souvent les mêmes acteurs. Donc en fait, ils évoluent dans le même monde. En permanence et ils se déplacent de pays en pays, peu importe les fiascos, hein, parce que comme le disait Faiza, il suffit de regarder les antécédents des JO, même sur les dernières années, Athènes, Rio, ce qui s'est passé à Tokyo, etc. Il y a eu des catastrophes à chaque fois. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'en fait il n'y a jamais de rétex, de retour d'expérience autour de ces événements-là pour dire bon peut-être qu'il y a peut-être quelque chose de systémique en fait derrière ces dysfonctionnements. Et donc l'étude d'impact a été rédigée donc par Keneo, qui ensuite donc les promoteurs du comité de candidature ont été voir la mairie de Paris, Matignon, l'Élysée, etc. pour dire voilà, on a une étude d'impact, il faut faire les Jeux pour désenclaver la Seine-Saint-Denis, pour améliorer notamment le schéma de transport en Ile-de-France, etc. Et ensuite, quand le comité de candidature s'est mis en marche, donc la décision politique a été prise d'appuyer sur le bouton on, eh bien qui on a retrouvé comme premier bénéficiaire des contrats pour la mise en œuvre du comité de candidature, la fameuse agence Keneo. Et c'est là où moi je trouve que c'est intéressant parce que pour compiler ce conflit d'intérêts, la personne qui a été le directeur général du comité de candidature, qui est aujourd'hui le directeur général du comité d'organisation, donc en dessous de Tony Estanguet. Il y a Tony Estanguet, c'est le sportif multimédaillé, il a l'air cool, sympa, etc. Donc lui, c'est la vitrine. Mais l'opérateur, le mécanicien de tout ça, c'est une personne qui est moins connue, qui s'appelle Étienne Taubois, et qui est l'un des cofondateurs de Keneo.
Donc il a été chez Kenéo au départ dans les études d'impact. Ensuite, il a pris la tête du comité de candidature. Quand il était au comité de candidature, ce comité de candidature a donné des contrats à Kenéo. Ensuite, il est passé au comité d'organisation. Tout ça, évidemment, a été de l'autodésignation, parce que jamais il y a eu de débat public pour savoir comment allait être conduit cet événement, etc. Et ensuite, on s'est rendu compte sur un certain nombre de grandes prestations du comité d'organisation que c'était ces mêmes agences ou ce même petit monde d'agences-là qui en était le bénéficiaire. Je donne un autre exemple juste, mais je le fais court, mais on a publié un article, je vous invite à le lire, qui concerne la cérémonie d'ouverture sur la scène. Le directeur des cérémonies au sein du comité d'organisation est le créateur d'une agence qui a bénéficié du contrat pour la mise en œuvre de cette cérémonie d'ouverture. Donc se pose la question légitime de savoir qu'est-ce qui a guidé son intérêt de déployer une cérémonie d'ouverture telle qu'elle a été pensée comme ça. Est-ce que c'était dans une réflexion d'intérêt public, d'intérêt général pour la population, le public concerné, mais aussi les gens qui ne pourront pas accéder et qui vont être contraints dans leur déplacement, notamment au moment des Jeux, ou est-ce que c'est un intérêt financier lié à l'ancienne société qui est bénéficiaire de ce contrat-là et dont il était lui-même le fondateur et actionnaire avant de rentrer au comité d'organisation. Je dis ça, ces faits-là, on les a mis sur la table. Aujourd'hui, il y a 4 enquêtes judiciaires quand même qui sont ouvertes sur les questions de conflit d'intérêts au sein de Paris 2024. Et là aussi, pour rejoindre ce que disait Faiza tout à l'heure, c'est absolument formidable de voir que c'est un trait commun aussi à toutes les candidatures récentes des Jeux Olympiques, que ce soit au Japon, que ce soit à Rio, que ce soit à Athènes aussi, de voir qu'il y a non seulement des scandales financiers qu'on a un petit peu abordés, mais aussi qui se couplent avec des enquêtes sur de la corruption parfois internationale. Je veux bien juste compléter sur la place des entreprises. Vous avez posé la question de la place des capitaux privés. Juste pour rappeler, vous m'avez vu plonger dans mes notes pour vérifier les chiffres. Le coût des JO, sans la construction des infrastructures, des stades, etc., le coût, c'est plus de 4 milliards d'euros. Sur ces 4 milliards, seulement 1 milliard, 1,2 milliard sont assurés par la billetterie. Et 2 milliards sont assurés par les grands sponsors. Donc c'est un poids considérable. Et pour revenir sur un de mes dadas, comme Antoine, qui est la fiscalité, toutes ces entreprises ont la certitude que les bénéfices liés aux Jeux Olympiques ne seront pas taxés en France. Je fais une micro-insiste, désolé, mais sur la question des financements, parce que là aussi, ça va être intéressant à suivre. En fait, on chiffre l'enveloppe globale avec les frais d'infrastructure, ça va être 10 milliards, en gros. Mais on n'aura, à mon avis, jamais le coût réel des Jeux. Par exemple, vous avez vu, les policiers sont très en colère de devoir travailler tout l'été en continu, de ne pas avoir de congés, etc. Donc, ils ont mis une menace de démission, pas de démission, de grève, désolé, sur la table. Et donc, il y a 500 millions d'euros de primes du ministère de l'Intérieur qui ont été débloqués comme ça. Ces frais-là vont évidemment pas être dans le calcul global des Jeux. Là, on voit qu'il y a des préavis aussi à la SNCF, à la RATP, etc. Je pense pas qu'ils aient le même poids politique que les policiers au moment de négocier, mais par contre, il va y avoir des frais annexes qui sont en train de monter aussi sur le périmètre de dépenses. Et on va avoir un enjeu après l'événement de chiffrer vraiment le coût global, mais étendu sur l'ensemble des engagements pris par les ministères aussi sur des choses très annexes. Merci pour la précision qui du coup va compléter ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur la gouvernance globalement, c'est-à-dire que je suis sur votre gauche par terre, entre le COJO, le CIO, la mairie de Paris, la région Île-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, l'ensemble des maires qui vont accueillir des événements, des stades, des et je ne sais plus qui j'ai oublié parce que dans le tas, voilà. Enfin, de loin, cette gouvernance, c'est incompréhensible. Alors, on parle du millefeuille français dans les structures administratives, mais alors ça contribue, j'imagine, au fait qu'on n'aura jamais un coût global, mais la prise de décision est forcément un bordel. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié l'exécutif et l'Élysée dans le millefeuille décisionnel, entre guillemets. Enfin, 1, comment on fait pour s'y retrouver? 2, comment ils savent qui prend quoi comme décision? Et 3, est-ce que ça contribue pas au retard, aux inquiétudes et au fait que ça va être le bordel peut-être? Je vais donner après la parole à mes camarades, mais juste là-dessus, en fait, il y a eu 2 temps, selon moi. Il y a d'abord eu le mouvement sportif avec ces acteurs privés-là qui ont pris la main, parce que, y compris une des conclusions de l'étude d'impact
dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était de dire les précédentes candidatures françaises, il y avait eu le drama de Londres 2012 avec la défaite de Bertrand Delanoë face à la candidature de Londres. Et donc, en fait, ces défaites-là sont du fait du rôle prépondérant qu'a voulu jouer les pouvoirs publics et le pouvoir politique notamment dans la mise en œuvre de ces candidatures. Donc, il y a eu tout un narratif hyper intéressant de la part du mouvement sportif, mais connecté évidemment à des acteurs privés, de dire en fait laissez-nous la main sur la candidature et la mise en œuvre du départ. Donc il y avait, et y compris il y avait des notes à Bercy de la directrice du budget à l'époque qui s'appelait Amélie Verdier, qui est une haute fonctionnaire et qui a alerté sur la place prise par le mouvement sportif, à la fois en termes de conception des politiques publiques et de perception en fait de leur intérêt. Eux, c'est peut-être juste de faire un événement sportif qui marche, mais en fait les JO, on le voit bien depuis notre discussion tout à l'heure, c'est pas que ça. Voire l'aspect sportif en fait demeure aujourd'hui un petit peu marginal en fait quand on voit tout ce que ça va provoquer. Donc il y a eu tout ce mouvement là, d'abord de captation par le mouvement sportif et quelques acteurs de l'événementiel, de l'organisation de cet événement. Et puis là, on se rend compte maintenant qu'en fait, les pouvoirs publics rentrent au dernier moment en essayant de rectifier les choses. Et je donnais l'exemple, et là on est dans la 5e République, mais vraiment, vraiment la quintessence de tout ça, quand on a le président de la République qui, 4 mois avant l'événement, se réveille pour dire peut-être il faut un plan B sur la cérémonie d'ouverture. Il faut, donc ça va être moi qui vais désigner la chanteuse de l'ouverture avec Aya Nakamura, etc. Enfin, on est quand même dans du délire, quoi. En fait, ça devient sa fête de fin d'année, quoi. Et donc, en fait, il y a eu ce mouvement de balancier-là, en fait, qui est hyper intéressant aussi à suivre, et ce qui explique aussi qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de constance, en fait, dans ce projet. Juste rajouter, Dan l'a dit un peu, c'est-à-dire je pense que pour les élus locaux et notamment les élus de la Seine-Saint-Denis, évidemment tout le monde, c'est peut-être ce qui contribue à troubler et puis aussi à rendre ces jeux parfois difficilement lisibles. Chacun a voulu tirer son épingle du jeu et bien légitimement. Il y a des projets d'infrastructure, de construction de ponts, de rénovation de routes et même des projets de rénovation urbaine et dont les acteurs locaux savent que s'ils ne jouent pas la carte Géo maintenant, l'argent ne reviendra jamais. Donc c'est vraiment aussi une manière de conduire des politiques publiques qui est très particulière, qui a une logique événementielle appliquée à la politique publique, donc c'est particulier. Et ça aussi, je pense que c'est important qu'un journal comme le nôtre, mais encore une fois, c'est difficile, donc j'ai un peu peur que ça soit déceptif à la lecture, mais qu'on continue à comme ça, après les JO, comme le disait un peu Antione, à tenter de chiffrer, à tenter de regarder, à tenter de revenir sur les lieux. C'est un peu peut-être un cliché, mais c'est vrai que ces quartiers dont parlait Faiza dans les villes qu'elle a citées, évidemment cet exercice-là, il faudra le faire chez nous. Enfin, qu'est-ce qui va rester de ce grand boom de béton sur la Seine-Saint-Denis? Comment les choses ont été faites? Comment les transports vont fonctionner? Enfin voilà, y compris comment, je l'ai dit un peu déjà tout à l'heure, sur le droit du travail, par exemple, comment des choses qui ont été permises, le télétravail un peu obligatoire là en mode Covid, et je dis ça sans jugement, mais c'est-à-dire comment ces à-coups là, comment ces accros quand même qui sont faits s'installent, perdurent et deviennent un peu la normalité. Donc ça c'est vraiment, je pense, le travail d'une rédaction, quitte à gâcher un peu la fête, de revenir comme ça en permanence sur ces grands traits politiques, financiers, d'infrastructures, de politique publique, de droit, de regarder comment les choses évoluent. Oui, d'autant avec tout le passif qu'il y a en Seine-Saint-Denis vis-à-vis des moyens débloqués. Là, voilà, on nous vend effectivement une cérémonie inclusive. Enfin, ça va être très intéressant. Et là, ça va être nous d'aller sur le terrain, évidemment, de raconter comment sont accueillis en Seine-Saint-Denis ces Jeux Olympiques. Parce que, voilà, toute l'année, c'est un département qui est extrêmement mal connu, stigmatisé et tout, voilà, qui a quand même toujours une connotation négative. Et là, en fait, ça va être intéressant aussi de voir comment ça atterrit dans le réel, parce que effectivement, enfin, de l'extérieur, on a l'impression que quand même cette cérémonie, enfin cet événement est maudit, parce qu'on voit que voilà, rien ne fonctionne, que ce soit les transports. Enfin, si vous prenez les transports, vous savez pourquoi on peut avoir quelques inquiétudes. Même cette histoire de cérémonie d'ouverture, ça fait 2 semaines quand même que la France est en boucle sur Aya Nakamura. Peut-elle représenter la France? En fait, on a l'impression que
malgré toutes les bonnes volontés, voilà, au-delà des motivations financières exposées par Antione, on voit pas très bien comment ça peut fonctionner parce qu'on a déjà l'impression que ça se fissure, que voilà, la chose ne démarre pas. Et nous, ça va être intéressant aussi en tant que journaliste, d'essayer de dépasser un peu ce sentiment général de ça va être l'enfer et voir un peu comment est-ce que ça va vraiment être l'enfer, parce qu'il y a quand même aussi un enjeu. Par exemple, est-ce que les enfants des clubs sportifs de Seine-Saint-Denis vont vraiment avoir accès à des billets pour accéder à certaines épreuves, et est-ce que ce sera pas que des épreuves pas très intéressantes, et si s'il s'avère que les enfants effectivement ont un peu de droit de partager, de vivre la magie des JO, ça aussi il faut qu'on le raconte. Donc nous on a quand même beaucoup de défis d'enquête, sur tous les volets financiers, de consignes aussi préfectorales et autres, les questions de sécurité. On ne manquera pas de sujets, mais ce qu'il nous faut aussi c'est raconter comment de manière quasi quotidienne la population le vit, et donc on va réussir à le faire parce qu'on va... c'est des choses auxquelles on est habitué, mais ça va être intéressant aussi, effectivement, vu comment ça s'annonce, de voir si on est des Cassandres ou si on se plante complètement. Bonjour, je me présente sur la gauche. Je rebondis un peu sur tout ce que vous avez dit. Moi, je suis paysagiste engagée pour les paysages en marge. Et je m'intéresse beaucoup à tous ces paysages qui ont été détruits en fait, par tous les aménagements et les constructions des Jeux Olympiques jusqu'à aujourd'hui. Et je vous questionne sur la façon dont en fait, sont amenées les ambitions de pérennisation de tous ces aménagements, le village olympique, les aménagements sportifs, avec aussi la question de l'emploi derrière, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de manque d'emploi dans tous ces aménagements sportifs, et comment plus tard ça va se passer, et surtout pour le village olympique qui est censé redevenir des logements sociaux dans le village. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces aménagements. Il y a le monsieur qui attend depuis peut-être pour en prendre deux. Moi, j'ai pas la réponse, mais je n'ai pas la réponse à votre question. Donc, je ne sais pas si mes collègues l'ont, mais c'est ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on va être attentif à la manière dont ça va être pérennisé, transformé, etc. Mais que là, on n'a pas la réponse à cette question, mais ça fait partie des choses qu'on regardera. Ouais. Oui. Voilà, je ne répète pas ce que Mathilde vient de dire, mais effectivement, par exemple, dans les villes, pour le moment, tout ce sur quoi on peut se baser, c'est le passé. Il y a eu un fort enjeu de gentrification. Londres, par exemple, Newham, un quartier populaire, est devenu hors de prix. Des gens, quelques mois après, ont dû quitter leur logement parce que les loyers ont augmenté à cause justement de tout ce qui a été construit. Des équipements. Donc en fait, ce que soulignaient les activistes et les autres chercheurs que j'ai interrogés qui parlaient de cette question justement des JO, qu'est-ce que ça a fait, c'est comme pour un séisme, il y a des répercussions, quoi. Tout ne s'arrêtera pas en septembre après les Jeux paralympiques. C'est à ce moment-là où il va y avoir encore d'autres phénomènes à regarder. Et effectivement, nous, on a en tête cette question de la gentrification, on appelle ça comme on veut, avec des prix qui vont sûrement augmenter, et comment justement les populations les plus fragiles vont payer le prix des JO qui... l'addition, elle se paye assez longtemps, généralement, et sur tous les plans. Bonjour tout le monde. Je voudrais savoir quelle est votre opinion sur le processus démocratique de la prise de décision concernant les Jeux olympiques. Je pose cette question parce que le sport, c'est une culture en général, et la culture, c'est un bien public, et l'engagement de l'autorité publique, du fonds public, il doit valoriser les valeurs d'usage, pas les valeurs d'échange. Donc, quelle est votre opinion sur cet aspect démocratique, étant donné
que les Jeux olympiques concernent tous les citoyens et c'est l'argent des citoyens. Merci. Alors c'est un peu ce qu'on a déjà dit, Antoine a répondu en partie. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a prédominé pendant plusieurs années, c'est un discours politique enthousiaste, volontariste, centré sur, le sport, ça va être super, ça va être un beau spectacle, et en plus, si les Français peuvent gagner, c'est chouette, et 2, les répercussions positives que ça aura pour le territoire, pour l'image de la France, pour les quartiers qui seront concernés par les épreuves, etc. Donc ça, c'est le discours qui a prévalu pendant très longtemps. On n'a pas entendu, on n'a pas vu de responsables politiques s'opposer fortement à ce discours. On n'a pas vu de mouvement, on n'a pas, je sais pas, nous on a fait on était dans plein de manifestations pendant la réforme des retraites par exemple. Enfin bon, on est en contact avec plein de gens dans la société. À part des enjeux de combat locaux, on n'a pas entendu pendant des mois d'opposants à ce discours. Et en fait, c'est maintenant qu'on rentre dans le concret des difficultés qui vont se poser que le discours peut être en train un petit peu de tourner. Et c'est là qu'en effet, la question du choix démocratique, qu'Antoine a bien résumé, se pose. Bon, il n'y a pas eu de débat démocratique, voilà. Et justement, ce que me glissait à l'oreille Antoine est intéressant. Il y aura une question médiatique. Comment les médias peuvent ou ne peuvent pas répercuter, retranscrire ces sentiments ambigus, ambivalents vis-à-vis des jeux. Et il se trouve que la plupart des médias, soit sont détenus par des actionnaires directs qui ont un intérêt dans les jeux, les Échos, Le Parisien, LVMH, soit dépendent de publicité d'acteurs qui vont mettre beaucoup d'argent pour vanter leur participation comme sponsor à ces jeux. Voilà, donc un petit peu de pub. N'hésitez pas à lire des médias indépendants comme nous. Et pour terminer le tableau, quand même, le service public audiovisuel est partenaire officiel de l'événement. Je trouve que c'est une question intéressante. Donc le constat, la réponse, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas eu de débat démocratique à la hauteur. Mais vous avez raison. Enfin, c'est-à-dire finalement, ça revient par la bande et de manière un peu boomerang. Moi, je couvre un peu et suis la grève de l'éducation dans le 93 sur les pancartes et dans les discours des enseignants qui sont aujourd'hui grévistes, des parents d'élèves. Beaucoup de gens nous disent aux collègues qui travaillent aussi là-dessus. Tant d'argent sur les JO, si peu d'argent dans l'éducation. Donc voilà, il y a un effet de sens quand même qui est très lisible alors on peut se dire, c'est pas les mêmes lignes, c'est pas les mêmes enjeux et tout, mais enfin, à la fin, c'est le même argent et ça, les gens le savent bien. Donc quand ils réclament 238 millions en plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis et qu'ils font le ratio avec les 10 milliards à minima pour les JO, bien sûr qu'il y a un effet de sens. Et ça, c'est cette espèce de corps de rappel démocratique. Alors c'est pas par les voies classiques, mais c'est quand même c'est ça aussi qu'on essaie de raconter, c'est que bien sûr que les gens ils le comprennent et c'est aussi important de montrer qu'ils font ce parallèle. Voilà. C'est la dernière question et c'est la fin du débat. Merci pour vos interventions. J'avais simplement une question concernant la doctrine de maintien de l'ordre public, de préservation de l'ordre public. Et je me demandais si vous aviez commencé une veille ou recensé des événements qui consistent en fait encore une autre phase de la médaille à annuler des événements, que ce soit la fête de quartier ou le grand festival qui réunit plusieurs milliers de personnes, pour ne pas mobiliser des forces de police puisqu'elles doivent se concentrer sur les JO et qui finalement rejoint la question des coûts que vous évoquiez et des coûts qui, ça peut ruiner le projet pédagogique d'une association, ça peut ruiner un projet de production d'une entreprise française. Et du coup, je me demandais si vous aviez commencé à travailler ou si vous travaillez aussi sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. Après, je laisserai la parole, mais tout à fait. C'est un travail à la fois sur la police et sur la justice qui est mené, c'est-à-dire comment les moyens sont réfléchis. Par exemple, j'ai un papier en tête qui date de l'été dernier, mais ça fait partie aussi des enjeux là, de comprendre comment l'appareil judiciaire, l'appareil policier, il est recentré au profit des JO, enfin au profit. Et donc, c'est toujours pareil, au détriment de qui mes collègues et ma collègue Camille Polony ou Michel Déhan, je pense, ont en tête cette idée de, par exemple, est-ce qu'on aura suffisamment de magistrats, suffisamment de policiers pour travailler sur les violences conjugales quand pendant le même temps, il va falloir aller faire du contrôle pour la police à la sauvette ou faire de la comparution immédiate pour la petite délinquance qui, comme l'a expliqué Faiza, ne cadre pas avec l'image que veut renvoyer la France. Donc ça, c'est pour la partie
surveillance, enfin surveillance, justice, police, et puis pour la partie plus que vous dites un peu de qu'est-ce qu'on annule, qu'est-ce qu'on garde, etc. Ouais, c'est complètement un axe. Qu'est-ce qu'on ne fera pas, qu'est-ce qu'on n'autorisera pas pendant les JO. Donc ça rejoint l'enjeu des libertés publiques et de la liberté associative, qui est un sujet suivi par mon collègue Jérôme Ourdeau de près. Donc ouais, c'est un enjeu pour nous de faire, comme vous dites, un travail de veille. Alors ce qui est problématique, c'est que c'est jamais très spectaculaire en fait. Comment on raconte ça? Donc là, on essaye de réfléchir à des formes de récits qui nous permettent de raconter comment raconter. Ouais, c'est des récits qui nous permettent de rendre ça lisible pour le lecteur, voilà, qui ne sait pas justement combien de magistrats, combien de policiers seront dédiés à l'événement et combien ne le seront plus, par exemple, enfin, sur d'autres sujets. C'est bon? Je pense qu'il faut qu'on termine, je suis désolée. J'annonce. Ouais. Merci beaucoup. Merci Faiza, Dan et Antion. Et je vous annonce le débat à suivre. C'est sur la manière dont l'agriculture devient un enjeu central des élections européennes. Faiza, tu as toujours...